Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on se rencontre sur une petite update lecture du mois de mai, comme vous avez dû le voir dans le titre. Je vais commencer évidemment par une brève introduction, mais j'ai trouvé que l'update lecture c'était un bon format pour apprendre à se connaître tout simplement. Donc je suis Cha, S-H-A. J'ai une petite boutique en ligne, Chamalo Atelier, que vous trouverez en barre de description. J'ai également autopublié un livre que vous trouverez en barre de description. Et je vous en parlerai de toute façon davantage, pareil pour ma boutique. En fait, cette chaîne, j'ai envie qu'elle soit un petit peu mon fourre-tout personnel, on va dire, avec tout ce que j'aime et tout ce que je fais et tout ce que j'aime faire. Vous trouverez par exemple du scrapbooking, du crochet, vous trouverez de la lecture, parce que je suis également en fac de lettres, donc la lecture j'en fais pas mal. On pourra discuter aussi de tout ça, de la fac. On pourra jouer aux jeux vidéo parce que j'adore ça, j'ai acheté de quoi faire donc on va tester, etc. Il y aura beaucoup de choses, de la cuisine, de tout. Bienvenue dans mon univers et j'espère qu'on s'entendra bien. Alors pour l'update lecture du mois de mai, j'ai pas mal de choses puisque comme j'ai fini mes partiels, j'ai eu pas mal de lectures. Il y a un livre que j'ai pas terminé mais à l'heure actuelle on est le 31 mai donc je finirai ce soir, il me reste 20 pages, un truc comme ça, j'ai un peu abusé mais c'est pas grave. Et ça sera largement suffisant pour vous en parler de toute façon. Je vais vous citer quelques passages, je vais vous dire ce que j'en pense, etc. Des fois je lirai les résumés, des fois j'en ferai moi-même puisque certains résumés ne donnent pas envie de lire les œuvres, je ne vais pas vous mentir. Alors on va commencer par un livre que j'ai commencé en septembre, j'ai lu une cinquantaine voire une centaine de pages et puis j'ai dû m'arrêter parce que j'avais plein de livres de cours à lire évidemment et beaucoup de travail donc je l'ai repris et terminé. Il s'agit de Féminisme et Pop Culture de Jennifer Padjemi que j'ai beaucoup aimé. On est typiquement sur le cas d'un livre pour lequel le résumé ne donne absolument pas envie. Donc pour le résumer moi-même, c'est un essai féministe édité chez Point, qui du coup une collection Point spécialisée dans la sociologie, surtout le féminisme, que j'adore personnellement. Je trouve leurs ouvrages très intéressants, même si je ne suis pas forcément fan des couvertures. Ça reste très plaisant d'avoir des poches en essai féministe parce que les brochets au bout d'un moment ça coûte un peu cher. Donc il a été publié en 2021 et comme on peut le voir dans le titre, il s'agit d'une mise en relation entre les féminismes, donc avec un S évidemment, les féminismes et la pop culture, puisque la pop culture, comme elle le dit très bien, est politique et c'est très intéressant de voir la façon dont les personnages, par exemple de séries, peuvent refléter quelque chose à une époque donnée, refléter aussi beaucoup de misogynie. Je pense notamment d'ailleurs à un conte que j'aime beaucoup qui est Rose Geller Hate Account sur Instagram, qui décortique comme ça les séries et les discours sexistes, profondément misogynes dans les séries. On pensera notamment à Rose Geller, on pensera tous les personnages masculins de Desperate Housewives, notamment Tom Scavo, etc. Donc je vous conseille très fortement ce conte. Si j'y pense, vous le verrez aussi dans la barre d'infos. Donc ce qui est très intéressant avec cet essai, c'est qu'il est très facile à lire et il m'a vraiment emporté, ça m'a donné très envie de regarder de Grey's Anatomy. J'aime beaucoup le style de l'autrice, il faut savoir aussi, je trouve que c'est important à noter, c'est une autrice noire et c'était la première fois que je lisais un essai féministe avec une autrice noire. Dit comme ça, on dirait pas, mais c'est très important puisque c'est bien de l'évoquer dans d'autres ouvrages, c'est bien d'en parler, mais rien de mieux qu'une personne concernée pour en discuter. Donc je vous conseille 1000 fois cet essai et de toute façon cette collection Point dont je vais encore parler après. Donc voilà, et pour vous lire quelques citations. La pop culture est politique. Le terme trauma porn s'est popularisé. Il désigne le plaisir à regarder la souffrance de certaines communautés marginalisées à des fins soit divertissantes, soit spectaculaires. 3 ans après le début du mouvement MeToo, retour à la case départ. Des violeurs et pédophiles présumés sont récompensés. On somme les lycéennes d'avoir des tenues républicaines. En même temps, on oblige les femmes à se dévêtir. Et je trouve que ces 3 phrases résument très bien le livre et les thèmes qui y sont abordés. Moi, j'ai vraiment adoré et je vous le conseille encore une fois 1000 fois. Ensuite, j'aimerais vous présenter Ils abusent grave, qui est une BD, une bande dessinée de Erel Anna et Fred Cham, que j'ai
énormément aimé, je les suis sur Instagram déjà depuis un moment et quand j'ai vu qu'il est sorti une BD, j'ai foncé dessus. Elle est sortie en 2023 et il s'agit de petits sketchs, on va dire, qui résument beaucoup de questionnements sociologiques et féministes. Donc c'est plus ou moins un essai féministe, hein, très clairement. On va parler de complexes, on va parler de la façon dont les policiers traitent les plaintes pour violence, on va parler de... etc. etc. Il y a beaucoup de choses qui sont abordées, c'est très complet et moi j'ai adoré, je l'ai dévoré. C'est quand même un peu lourd de temps en temps, mais c'est pour le mieux et vraiment si vous connaissez pas trop tout ça, je vous conseille déjà de suivre Ils abusent grave, donc Erelana sur Instagram. Je vous conseille ce livre qui est... épais. Et j'aime beaucoup les dessins qui sont très simplistes, très clairement, et qui suffisent pour parler, pour exprimer leurs pensées en fait, tout simplement. Voici quelques citations. En nous apprenant à craindre la nuit, nous avons été privés des étoiles. Faire croire aux gens qu'ils sont responsables des difficultés qui leur arrivent, c'est quand même vachement pratique pour éviter la révolte contre les personnes qui les causent. La vision que nous avons d'un corps beau, normal, sain ou malade dépend du contexte historique et social. Alors pour le prochain livre, je sais que je ne vais pas me faire que des amis, mais c'est un livre qui m'a... C'est encore un essai féministe qui m'a beaucoup marqué, qui est encore sorti à la collection Point, de l'éditeur Point. C'est un livre qui date de 2022 et qui s'appelle « Moi les hommes, je les déteste ». C'est de Pauline Armange et je trouve que... Bon, le titre est déjà assez intriguant. C'est un tout petit livre, pour le coup il fait 100 pages. Et je l'ai trouvé vraiment fascinant parce qu'il répondait à une question que je me posais depuis longtemps. Comment répondre notamment aux not all men, pas tous les hommes. Même si je savais profondément comment moi je le voyais, je ne savais pas comment y répondre et je trouve que ce livre est très intéressant pour ça. Donc c'est vraiment un pamphlet jubilatoire qui se lit d'un trait selon Libération. Je vous lis le résumé. Et si les femmes avaient de bonnes raisons de détester les hommes? Et si la colère à l'égard des hommes était en réalité un chemin joyeux et émancipateur dès lors qu'on la laisse s'exprimer? Dans ce court essai, Pauline Armange défend la misandrie comme une manière de faire place à la sororité et à des relations bienveillantes et exigeantes. Un livre féministe et iconoclaste à mettre entre toutes, oui toutes, les mains. J'ai trouvé ça vraiment intéressant et je vais vous lire notamment une citation qui a beaucoup fait mouche. Alors, la citation que je vais vous lire ne vient pas de Pauline Armange, mais de la préface de Chloé Delhomme. Je vais vous lire ensuite quelques citations de Pauline Armange directement. La misandre est au fond une antiphallocrate. Ce qu'elle est, ce n'est pas l'homme, c'est ce qui le constitue, socialement et culturellement. Ce qu'elle méprise, c'est la brutalité de sa jouissance à se vautrer dans ses privilèges. Et je trouve que ça résume beaucoup l'œuvre, en fait, tout l'essai... Et vraiment je le conseille à 1000% pour prendre un petit peu de recul sur cette réponse pas tous les hommes, puisque non pas tous les hommes, mais l'homme en tant qu'être social dans une société patriarcale. Et je vais donc vous lire quelques citations. La misandrie est un principe de précaution. On ne peut pas comparer misandrie et misogynie, tout simplement parce que la première n'existe qu'en réaction à la seconde. C'est un livre que je conseille plus d'une fois, plus de 1000 fois, plus de 30 000 fois. Je l'ai énormément apprécié et j'espère que vous le lirez et vous m'en direz des nouvelles. Alors pour cette 4e lecture, on sort complètement, et pas complètement en fait, du féminisme, puisque j'ai lu Anne de Green Gables. Oui, seulement maintenant, je sais, je suis un peu en retard, mais vous me pardonnerez, j'ai adoré. Donc évidemment, j'ai l'édition de Toussaint Louverture, que j'adore, je trouve magnifique. Je suis fan de cet éditeur de toute façon, hein, que ce soit pour les Blackwater, que moi personnellement je n'ai pas forcément apprécié, mais que ma mère adore et a. Ils sont tous très magnifiques, ils sont tous très magnifiques carrément. Et pour parler de Anne de Green Gables, de Lucy Maud Montgomery, c'est... J'ai même pas les mots, c'était magique. C'est vraiment magique comme lecture. Au début, on peut se dire oh là là, elle parle beaucoup, c'est un peu fatigant, mais
C'est tellement... on est projeté dans l'imaginaire d'une petite fille qui voit en tout quelque chose d'incroyable. Elle est extrêmement optimiste et ça fait du bien. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une série en 9 tomes. Moi j'en ai 3, mais j'aime énormément. Donc c'est un livre de 1908, que je ne dis pas de bêtises, qui a été publié en 2020 chez Toussaint Louverture. Et donc pour vous lire le résumé qui est moindre, tout de même il est tout petit. Âme de feu et de rosée, elle ressentait les plaisirs et les peines de la vie avec une intensité décuplée. On va suivre une petite orpheline qui a été adoptée et qui va découvrir les plaisirs de la vie, et on va suivre toute son aventure de toute sa vie en fait, puisque là c'est sur quelques années, mais il y en a 9, donc vous imaginez bien que ça va aller très loin. Pour vous citer quelques passages, il y a tellement d'ânes différentes en moi. Parfois je me dis que c'est pour ça que je suis si pénible. Si j'étais une seule et unique âne, ce serait vraiment beaucoup plus simple, mais aussi bien moins intéressant. C'est formidable, non, de penser à tout ce qui reste à découvrir. Ça me rend si heureuse d'être en vie. Le monde est tellement intéressant. Il ne le serait pas autant si on savait déjà tout sur tout, non? Je n'ai pas changé du tout, ou pas vraiment. J'ai seulement été taillée et élaguée. Le vrai moi, celui du dedans, est le même. Vraiment une lecture doudou, une lecture toute douce et une lecture très agréable à faire. Je vous le conseille. Alors le prochain livre dont je vais vous parler sort aujourd'hui, je l'ai précommandé donc je l'ai eu beaucoup plus tôt et j'ai eu le temps de le lire. J'ai eu quelques déboires avec l'éditeur qui ne m'avait pas tout envoyé de ma commande, ce qui m'a un peu dégoûtée, et quand j'ai lu le livre j'étais pas forcément dans de bonnes dispositions, donc mon avis a peut-être été un peu différent. Cependant j'ai adoré. J'ai adoré, donc il s'agit de Anneau désir de Élodie Font, publié à la Déferlante. C'est un essai féministe et un essai féministe lesbien, mais pas que. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas lesbienne ou bisexuelle ou même pas une femme, ça peut être très intéressant de le lire. Moi je l'ai trouvé fascinant pour découvrir d'autres visions de la sexualité, d'autres visions de la sexualité des femmes et des lesbiennes. Donc je vais vous lire le résumé. À quoi ressemble l'intimité des lesbiennes? Les baisers, les premières fois, les oui et les non, les caresses, les étreintes, les orgasmes. Après avoir raconté l'acceptation de son homosexualité dans la bande dessinée Coming In, Élodie Font explore la sexualité des lesbiennes à partir de matières foisonnantes et inédites. Les témoignages de plus de 1000 femmes de 14 à 87 ans, auxquelles elle mêle ses réflexions et sa propre histoire. Anneau désir est l'essai intime et féministe qui manquait pour raconter les sexualités entre femmes et minorités de genre. C'est un livre qui n'est pas énorme, il fait moins de 200 pages. Et il se lit très facilement. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était qu'il disait tout, c'est-à-dire que, bon, comme vous l'avez compris au résumé, il s'agit beaucoup de témoignages mêlés de réflexions, et en fait, dans chaque chapitre, on va aborder une question en particulier, et il n'y a pas de réponse universelle. C'est-à-dire que dans beaucoup d'essais, on va avoir la vie, évidemment c'est le but d'un essai, mais la vie de l'autrice, son ressenti, etc. Là il s'agit de témoignages, et même si on va peut-être partir d'un point dans lequel soit l'autrice se reconnaît plus, soit il y a le plus de témoignages, on va partir de ce point-là pour faire pour disserter en fait sur cette idée-là. Mais il y aura toujours cependant, il y a d'autres femmes qui ne le ressentent pas comme ça. Et c'est ça que j'ai le plus aimé, je pense, dans ce livre, c'est vraiment la variété des points de vue, la variété des expériences. On a encore une fois une tranche d'âge qui est impressionnante, un nombre de témoignages impressionnant également. Et c'est génial. Quoi qu'il arrive, qu'on soit une femme lesbienne ou non, ça fait vraiment du bien de se sentir d'une certaine façon quand même représentée dans sa sexualité notamment. Et je le recommande également beaucoup, mais j'ai l'impression que je recommande tous les livres que je lis, mais vous inquiétez pas, il y en a un que j'ai pas aimé. Donc je vais vous lire quelques citations. Elle en a marre que son existence soit un combat. Attendre que quelqu'un nous autorise à être qui l'on veut être, c'est très hétéro. Je refuse d'attendre que la société autorise mes désirs. Pour moi, être lesbienne, c'est d'abord être visible à soi. Nos corps lesbiens occupent l'espace autrement, moins débordés, moins limités. Ils prennent une place différente. Donc j'espère que ce livre, si vous l'achetez, vous plaira. Alors voici le livre que je n'ai pas aimé. Je sais que certains vont m'en vouloir. Je ne suis même pas allée jusqu'au bout. Je le compte quand même comme un livre lu parce que je ne pense pas
le terminer. Je déteste quand en fait ça m'a bloqué quelques jours et quand ça me bloque quelques jours, j'arrête de lire, ça sert à rien du tout. Je sais qu'il y en a qui se forcent mais au final ça peut créer des blocages et chez moi je sais que ça peut durer longtemps comme ça. C'est Le crime d'Halloween de Agatha Christie. Qui s'appelle aussi La fête du potiron d'ailleurs. C'est un livre de 1969. En fait c'est un policier, c'est un Agatha Christie avec Hercule Poirot. Je vais vous lire le résumé tout de même. Le 31 octobre, les sorcières s'envolent sur leur manche à balai. C'est Halloween, la fête du potiron. À cette occasion, Miss Drake a organisé une soirée pour les plus de 11 ans. Les enfants participent aux préparatifs sous l'œil nonchalant de Miss Oliver, qui croque son éternelle pomme. Savez-vous que j'ai eu l'occasion d'assister à un vrai meurtre ? Se vante Joyce, une fillette à la langue bien pendue, devant la célèbre romancière. Tout le monde lui rit au nez. Joyce ne sait plus quoi inventer pour se rendre intéressante. La fête est un succès et les enfants font un triomphe au jeu du Snapdragon, qui clôt la réception. Tous les enfants ? C'est en rangeant la maison après le départ des invités que l'on découvre le cadavre de la petite Joyce dans la bibliothèque. Bouleversée, Miss Oliver fait aussitôt appel à son ami, le grand Hercule Poirot. Ce que j'ai bien aimé, c'est l'intrigue en fait, je trouve ça intéressant, je trouve que le sujet est intéressant. Ce que j'ai moins aimé, c'est la façon d'écrire de l'autrice tout simplement, donc ça on n'y peut rien. Et j'ai pas aimé la façon dont elle se répétait beaucoup, c'est-à-dire que donc on voit une scène, quelqu'un va la raconter à quelqu'un d'autre, donc on revoit la scène. Et donc Miss Oliver va raconter ce qui s'est passé à Hercule Poirot, bon soit, on revoit la scène, mais ensuite Hercule Poirot va en reparler à chaque fois qu'il interroge quelqu'un. Et au bout d'un moment, c'est trop long, c'est trop répétitif et ça m'a vite saoulée en fait parce que moi je voulais avancer et j'avais l'impression de faire du surplace dans l'enquête. Je vais aller bien loin, je suis à la page 78, donc j'ai quand même lu un petit peu suffisamment pour me faire une idée. Les résultats, je n'aime pas vraiment. Je suis désolée, j'ai même pas noté de citation au final parce que ça m'a vraiment pas happé. C'était pas le moment pour moi de le lire, donc c'est dommage. Alors le prochain livre dont je vais vous parler est une bande dessinée également, une grosse bande dessinée publiée en 2024, je croyais que c'était avant mais apparemment c'est 2024 chez Glénat. C'est Bobigny 1972. Alors attention, la BD parle de viol, même si c'est pas le sujet principal, c'est quand même de là que le sujet vient, donc forcément ça sera abordé, un peu montré mais rien de trop explicite non plus. Cependant la scène est quand même mise en avant. C'est une BD incroyable. Donc ça parle, c'est historique, hein, c'est une BD historique sur le procès de Bobigny en 1972, donc avant le droit à l'avortement de 1974. Et c'est le procès qui, après le manifeste des 343, a permis cette réflexion très importante sur l'avortement. Et je trouve que c'est le moment d'en parler avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est très important et de toute façon nos droits en tant que femmes sont toujours remis en question et on doit toujours se battre pour les garder. Historiquement, les autrices ont essayé d'être le plus juste possible, à recueillir des témoignages, etc. Et ça se ressent, ça se voit. Il y a un gros travail de fait, c'est très intéressant. Pour qui aime un peu le droit, rien que ça, c'est fascinant. J'ai beaucoup aimé. Donc c'est encore un petit pavé quand même. On est sur 192 pages. Je l'ai lu en 45 minutes, je l'ai dévoré. Je l'aime beaucoup. Les dessins sont très jolis. Donc vous voyez la couverture, c'est à peu près comme ça que c'est dessiné ensuite. Je vais vous lire le résumé. En 1972, Marie-Claire Chevalier tombe enceinte après un viol. Elle est dénoncée par son propre agresseur pour avortement clandestin. Elle risque la prison et une forte amende. Sa mère, qui lui est venue en aide, est également jugée. L'avocate féministe Gisèle Halimi les défend et attaque les lois. C'est très facile à lire, c'est très intéressant, c'est historiquement fascinant. Pour qui s'intéresse un minimum au droit, qui s'intéresse un minimum au féminisme, qui s'intéresse un minimum à l'histoire. Il y a tout en fait, c'est vraiment The Recette magique, donc je vous la conseille. Et je vais vous lire quelques citations. Ce n'est pas l'avortement qui tue, c'est l'absence de loi. D'abord, monsieur le juge, je veux vous dire que je ne me sens pas coupable. C'est votre loi qui est coupable. J'ai décidé que mes mots, cette arme absolue pour défendre, expliquer, convaincre, se prononceraient toujours dans la plus absolue des libertés, et dans l'irrespect de toute institution.
Je trouve que cette dernière citation montre très bien toute la défense de Gisèle Halimi, que je trouve vraiment très intéressante et très percutante, vraiment. Et donc pour ce dernier livre que je n'ai pas terminé, mais presque, on est sur En bon père de famille, préparez-vous pour la bagarre, de Rose Lamy, qui a également écrit Défaire le discours sexiste dans les médias, que je n'ai pas lu mais que j'adorerais lire. Rose Lamy, je la suis également sur Instagram. Et encore une fois, j'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup ce qu'elle défend, j'aime beaucoup ce dont elle parle. Et ce livre est particulièrement intime puisqu'elle parle de son vécu. En fait, elle part de son vécu avec son père, le bon père de famille. Et je vais vous lire le résumé qui est un peu long mais qui est très intéressant. L'agente immobilière m'avait prévenu. Paraffer la page 3 de mon bail n'allait sûrement pas me plaire. Il y était écrit que je m'engageais à occuper mon nouvel appartement au bon père de famille. Un bon père de famille, c'est un personnage de droit qui représente la norme, le neutre universel autour duquel on structure la société. C'est à ce moment-là que tout s'est connecté, quand on m'a contrainte, par écrit, à faire allégeance à un système qui place la moralité des pères au centre, en niant mon vécu et celui de millions de femmes et d'enfants victimes de leur violence. Car finalement, qui était mon père? Un héros parti trop tôt? Un monstre misogyne coupable de violence? La réalité se situe au-delà de ces stéréotypes. Il n'était ni un monstre ni un héros, c'était un homme statistiquement normal. Un bon père de famille. Je trouve ce livre dur mais vrai. On parle d'affaires connues, donc c'est très facile aussi de comprendre où elle veut en venir, ce qu'elle veut dire. On parle de l'affaire Daval, on parle de l'affaire Heard Depp, on parle de Bertrand Cantat. C'est très accessible, très accessible. J'ai vraiment un énorme coup de cœur sur ce livre qui est, comme vous pouvez peut-être le voir ou peut-être pas, très postité. Très actuel, très intéressant, on parle de la cancel culture un petit peu, on parle surtout de séparer l'homme de l'artiste. Et je trouve les sujets très intéressants, effectivement. On parle de cette idée que c'est les autres, c'est toujours les autres hommes, c'est toujours les étrangers, c'est toujours les monstres. On peut pas juger un Daval comme on juge un tueur en série, par exemple. Et j'ai trouvé vraiment ça très intéressant et je vais vous lire du coup quelques citations que je n'ai pas encore notées dans mon cahier, puisque je n'ai pas fini le livre, donc je vais vous prendre des citations un peu au hasard. Les bons pères de famille intégrés socialement, voire riches et célèbres, commettent quant à eux des violences que l'on considère comme des exceptions à un respect permanent des femmes et des enfants qu'ils appliqueraient la plupart du temps. Ils s'opposent aux monstres, ces hommes désociabilisés issus des milieux modestes qui exerceraient eux des violences gratuites et aléatoires contre des victimes que l'on présente comme objectivement innocentes. La victime imparfaite n'est pas seulement considérée comme co-responsable d'une relation violente, elle devient la seule coupable, elle qui attaquait le bon père de famille avec ses mots. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne dans le groupe des bons pères de famille, et le principe de distinction opère à l'intérieur de la caste, entre ceux qui apportent et ceux qui coûtent à la cause des hommes. Voilà, je trouve ce livre très percutant encore une fois. De toute façon, tous les essais que je vous ai présentés, je les ai adorés. Tous les livres à part un, je les ai adorés. C'était vraiment un très bon mois de lecture. Malheureusement, je n'ai plus d'essais féministes et je suis un peu triste. J'en ai laissé 3 chez moi parce que là actuellement je suis en vacances chez mes parents. La prochaine fois que j'irai faire un petit tour à la librairie, je pense que je m'en prendrai 1, 2, 3, on verra. L'avenir nous le dira. Et j'ai aussi les livres d'année à lire, donc on se retrouve bientôt pour un prochain update lecture, et avant ça sûrement pour d'autres vidéos, par exemple des jeux vidéo, ce genre de choses. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez lu un des livres et vous voulez en parler, ou si vous comptez acheter un des livres dont j'ai parlé dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait très plaisir, et ça me ferait très plaisir d'avoir un petit débat sur certains de ces livres. On parle quand même d'essais féministes et donc quelque chose de politique et de sociologique, donc c'est toujours très intéressant d'avoir des petits débats sur ça, tant qu'on reste bien sûr dans une critique constructive et dans le respect de l'autre. Merci beaucoup encore une fois et à la prochaine.